parce que nous venons de démontrer à la face du monde la capacité de la jeunesse. La PVP vient de dire que nous avons moins d'1 an d'âge et nous avons pu arriver là où nous sommes aujourd'hui. S'il n'y a que 10 partis au Bénin, votre parti, notre parti, moi le Bénin en fait partie. Je voudrais que vous des poulets du Nord, de la viande du Nord, de la viande de bœuf. Monsieur le Président, nous sommes là ce matin parce que nous savions que vous serez là. Nous sommes là ce matin parce que nous savons que ce parterre de lieutenants appelés à aller au front sera là. Nous sommes là parce que nous savons surtout que nos mères, nos femmes, nos grandes sœurs seront là. Elles sont prêtes à nous mettre au dos pour nous emmener au front. Et nous allons faire le travail. Nous sommes là parce que nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus, et comme le disait le président Fekerekou, je cite, que ça soit écrit, comme le dit le pharaon, que ça soit écrit. Le Moël sera au Parlement. Inch'Allah. Monsieur le Président, l'autre axe de notre motivation qui justifie notre présence, c'est de venir vous présenter toutes les excuses de la 4e circonscription électorale. Et je voudrais prier tous ceux par terre, les participants, à faire beaucoup attention sur le nom que je porte. Je suis Lawson. Je suis sur la terre des gains. Mais attention, c'est un Lawson du Nord qui parle toutes les langues du Nord, qui connaît parfaitement le Nord comme les 1300 francs qu'il a dans sa poche. C'est vous dire que je suis politique. J'ai été déjà 2 fois aux élections législatives. La toute première fois, c'était avec l'actuel maire de Nati Tengu, M. Antoine Nda, qui fut mon professeur de français de la seconde en terminale. Il était tête de liste, j'étais 2e. 385 voix environ, je devais être au Parlement. Donc c'est dire que nous connaissons le terrain. Nous sommes venus vous présenter les excuses de la 4e circonscription électorale parce que nous avons eu des amis, des frères qui ont joué au doublon, sans pour autant mesurer les risques. Ils se sont retrouvés sur la liste de Moël comme titulaires et ils sont suppléants sur d'autres listes. D'autres sont suppléants sur d'autres listes, ils sont titulaires ici. Et c'est ce que le président Talon veut corriger. C'est pour cela qu'il mérite d'être soutenu dans ces réformes. Le préjudice est aussi grand. Le préjudice n'est pas réparable aussi facilement que ça. Heureusement qu'à malheur, quelque chose est bon. Auquel cas, nous ne devrions pas être sur la ligne de départ. Qu'est-ce que cela pouvait faire? Comment le président allait gérer tout ce parterre de monde? Les risques sur 4 ans, 5 ans, c'est énorme. Nous sommes venus humblement vous présenter toutes les excuses, quand bien même, je ne voudrais pas vendre un secret, j'avais tenté d'attirer votre attention sur cette situation au téléphone. Il y a ce risque. Nous sommes là pour vous dire que la 4e circonscription électorale sera au Parlement. C'est un engagement formel. C'est une prestation de serment.
j'ai voulu que le grand frère Bernardin soit avec moi parce qu'il a quitté Kéro pour venir. Il est venu passer la nuit à Nantitengo avant qu'hier on ne quitte. C'est un représentant des producteurs. J'ai voulu que le conseiller communal Zakari de Wassa-Peyonko, il est du village de Wassa-Maro, soit avec moi. C'est un conseiller communal. Il a fait 2 mandatures. Les autres, j'ai préféré qu'ils restent au laboratoire. On ne montre pas tout. Donc, Monsieur le Président, soyez-en rassurés. Nous, on est prêts. Et j'aime beaucoup citer notre papa, Feu Mathieu Kérékou. Si vous êtes prêts, nous sommes également prêts. Nous n'avons plus nos affaires à Nantitengo. Nous sommes déjà proches de Dankoli, pour ceux qui connaissent le tronçon. On a déjà quitté la 4e circonscription électorale, nous sommes déjà très proches de Dankoli pour pouvoir rejoindre Porto-Novo. C'est un citoyen national qui vous parle. Soyez-en rassurés. Monsieur le Président, je ne vais pas ronger l'agenda du protocole. C'est juste un briefing. Et le président... Au départ, il a fait CPU. Donc, mais quand même, quand on voit ces interventions, je ne pense pas que les députés juristes de formation font mieux que lui. Donc, c'est en fonction aussi du leadership politique que le député même veut développer à travers sa mission. Enfin, sur l'organisation du Parlement, nous avons le secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale est appuyée par le SGA, composé de 2 directions techniques que sont la direction des services législatifs et la direction de la questure. Bon, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le nomme et qui nomme son adjoint. Et le secrétariat général administratif gère les relations entre l'Assemblée nationale et les autres institutions de l'État et se charge de l'exécution des décisions financières de l'Assemblée nationale et de la transmission de tout document au journal officiel pour publication. Donc, comme je l'ai dit au départ, c'est le bras opérationnel en quelque sorte de l'institution parlementaire. Tout ce que les députés veulent faire, c'est par le secrétariat général administratif. Alors, maintenant, comment fonctionne le Parlement? Le fonctionnement de l'Assemblée nationale s'articule autour de son rôle de législateur et de sa mission de contrôle de l'action du gouvernement. Alors, dès la prise de fonction, comment les députés se retrouvent pour travailler? Donc, nous avons l'installation ou prise de fonction des députés. Alors, l'installation des députés est la réunion de prise de fonction des citoyens élus lors de la dernière élection législative. Il s'agit ici de la première réunion des députés qui consacre le démarrage officiel d'une nouvelle législature. Cette réunion est dirigée par le bureau d'âge composé du doyen d'âge, souvent doyen d'âge depuis quelques années, et des 2 plus jeunes députés. Le doyen d'âge procède à la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle qui a proclamé les députés élus de la législature qui s'ouvre. La mission du bureau d'âge s'achève par l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Cette élection, selon la Cour constitutionnelle, va respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Alors, au niveau du bureau, je pense en 2011, il doit y avoir une décision de la Cour constitutionnelle où désormais on calcule le nombre de postes qu'il faut réserver à la minorité et à la majorité. Donc on fait, je pense que c'est une règle de 3. Si par exemple la majorité a 60 députés sur les 83, on fait 60 entraîne 100%, pardon, 83 entraîne 100%, 60 entraînera combien? Et donc ce pourcentage-là, on prend maintenant pour pouvoir identifier, définir le nombre de postes que la majorité aura dans le bureau. Vous voyez un peu. Alors, ensuite, nous avons les sessions parlementaires ordinaires. Il y a 2 au cours de l'année. On a la section qui s'ouvre en avril, je pense la première quinzaine du mois d'avril, et la section budgétaire qui s'ouvre en septembre ou bien début octobre. Alors, l'Assemblée nationale réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. Chaque session ne peut excéder 3 mois.
Et l'image que vous avez là, c'est toujours le début d'une session ordinaire. Il y a un cérémonial avec le protocole d'État au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme vous le voyez, je pense que c'est très belle l'image. Et si le prochain président de l'Assemblée nationale est ici, qu'il se prépare alors. Nous savons aussi que la première session s'ouvre au cours de la première quinzaine du mois d'avril, je le disais tantôt, et que la deuxième session s'ouvre au cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre, qui est appelée la session budgétaire. Une cérémonie officielle est organisée pour le démarrage de chaque session parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale, dans le cadre de cette cérémonie, peut inviter les parlements amis, le corps diplomatique, les têtes couronnées et notables de notre pays, et nous le voyons souvent à la télé. Les sessions parlementaires extraordinaires. L'Assemblée nationale peut, en outre des sessions ordinaires convoquées en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, qui ne peut être modifié. C'est-à-dire, l'ordre du jour de la section parlementaire extraordinaire ne peut pas être modifié. Mais l'ordre du jour de la section ordinaire peut être modifié. Ce qui veut dire quoi? Dès que l'ordre du jour de la session extraordinaire est épuisé, c'est que la session est éteinte, c'est que la session est bouclée. Sinon, la session ne peut jamais excéder 15 jours. Mais on peut chaque fois reconvoquer une nouvelle session si on est extraordinaire, si on estime que c'est nécessaire. Maintenant, à présent, les autres réunions plénières des députés. Et le conseiller Milorel doit commencer par se préparer. Alors, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit à l'occasion de la mise en vigueur de l'article 68 et de l'article 83 de la Constitution. Au niveau de l'article 68, c'est l'article qui accorde des pouvoirs exceptionnels au président de la République et les conditions dans lesquelles on peut y recourir. Ce principe est encadré par les députés qui doivent se réunir en session extraordinaire automatiquement. Donc, puisque le règlement intérieur ne qualifie pas expressément cette réunion, c'est pour ça qu'on appelle, et c'est une réunion en plénière toujours, on désigne ça par les autres réunions plénières des députés. Au niveau de l'article 83, qui organise le remplacement en cas de vacance de poste, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, dans ce cas, hors session, le Parlement se réunit de plein droit pour pouvoir opposer vacance. C'est-à-dire, si, comme je le disais tantôt, un membre du bureau démissionne, on fait quoi? Alors que nous ne sommes pas en session ni en session extraordinaire. Mais automatiquement, l'Assemblée nationale doit se réunir pour décider de son remplacement. Et donc, c'est tout ça. On appelle ces réunions les autres réunions plénières de l'Assemblée nationale. Il faut aussi ajouter peut-être la plénière qui accueille le discours sur l'état de la nation du chef de l'État. Il s'agit de la seule plénière sans débat. Et je pense que c'est sur ce que je mettrai un thème à cette première communication, en attendant que le conseiller de Lorraine prenne la parole. C'est le travail parlementaire. Que font les députés à l'Assemblée nationale? Autrement dit, qu'est-ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale? Alors, le plan de communication, c'est ce que vous voyez là. Il y a la fonction législative du Parlement, le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale. L'Assemblée nationale est-elle un gendarme pour l'exécutif? Et à l'intérieur, vous verrez les initiatives de loi, l'examen des projets et propositions de loi, les débats, les différents types de débats qui existent et l'adoption des lois. Enfin, les différents types de questions, comme l'abordait le consultant tout à l'heure, adressées au gouvernement, les questions d'actualité, les questions écrites, les communications du gouvernement et les interpellations. Alors, en introduction, il faut dire que la Constitution de l'Union a conféré à l'Assemblée nationale, plus précisément aux députés, deux missions essentielles. Le vote des lois pour la fonction législative et le contrôle de l'action gouvernementale. Alors précisément, c'est l'article 149 de la Constitution qui stipule le Parlement est constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de député. Vous comprenez donc que ce n'est pas la vue de l'hommage que nous les traitons d'honorable. Cette expression n'existe pas dans notre Constitution. Ceux qui se font appeler honorable, vous voyez les terminologies. Alors donc, le député exerce le pouvoir législatif et le contrôle de l'action gouvernementale. On retient donc ici
qui a deux fonctions, la fonction législative et le contrôle de l'action du gouvernement. Alors, quid de la fonction législative, le vote des lois? L'Assemblée nationale vote les lois. Mais comment arrive-t-on au vote des lois? Quel est le circuit que suit ce processus? Il y a d'abord l'initiative de loi. C'est-à-dire la décision de prendre une loi doit venir de quelque part. Et là, nous avons deux possibilités. Soit c'est à l'initiative des députés, et là, on parle de proposition de loi, soit c'est à l'initiative du gouvernement de l'exécutif, et là, on parle de projet de loi. C'est l'article 105, ce sont les articles 105 et 114, l'article 105 de la Constitution et l'article 114 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui précise ces deux choses. Alors, les projets et propositions de loi sont inscrits et numérotés dans l'ordre d'arrivée. Donc, il y a un registre qui ordonne au secrétaire général du Parlement qui reçoit les projets et propositions introduits. Le bureau de l'Assemblée nationale examine donc la recevabilité. Est-ce que ce qu'on me demande de faire est recevable? Donc, examine la recevabilité des projets et propositions au regard des dispositions de la Constitution. L'irrecevabilité est prononcée d'office par le président de l'Assemblée nationale ou à la demande du président de la République. Les articles sont référencés. Alors, dès leur enregistrement, les projets et propositions de loi sont affectés à l'une des commissions que vient de nous présenter le consultant précédent. Et donc, c'est la commission compétente en fonction du sujet qu'aborde les projets ou propositions qui reçoit pour étude et pour avis la proposition ou le projet. Cette commission technique permanente ou commission spéciale, ça peut être une commission permanente, une commission temporaire. Alors les propositions de loi ou les projets de loi de résolution sont transmises au gouvernement dans les 48 heures suivant l'annonce de leur dépôt. Merci. Par principe, aucun dossier ne peut être examiné en plénière s'il ne fait l'objet d'un rapport d'étude de sa commission. C'est-à-dire qu'avant d'introduire en plénière les propositions, les projets, quel que soit le dossier, il faut forcément que ça soit accompagné de l'avis de la commission technique, des commissions techniques. La commission permanente compétente ou la commission spéciale et temporaire désignée pour étudier les textes de loi déposés peut demander à écouter les auteurs des textes, parfois des personnes ressources, en vue de recueillir les explications nécessaires et les motivations profondes qui justifient l'initiative. La commission procède ensuite à un examen minutieux du texte article par article et propose des amendements. La commission, après examen du texte, rédige un rapport avec en annexe le texte intégral et les amendements. Ce rapport, une fois adopté par les membres de la commission, sera rendu public et mis à la disposition de tous les députés. Après l'étape de la commission, le président de l'Assemblée nationale peut inscrire, après avis de la conférence des présidents sur l'ordre du jour des travaux du Parlement, l'examen en plénière du dossier qui a fait l'objet de tous ces suivis jusqu'à. Le débat en plénière donc est une étape, devient l'étape suivante, qui est une étape très importante, qui permet à tous les députés de se prononcer publiquement sur la base des textes proposés et aussi des amendements contenus dans le rapport, les avis. Le ministre compétent intervient aussi dans les débats. Vous allez constater que parfois, on fait appel au ministre du gouvernement pour venir expliquer les motivations, ce qui justifie l'introduction d'une telle proposition. De façon pratique, les débats en plénière s'ouvrent par la lecture du rapport de la commission l'ayant étudié. Dans le cadre du débat général, les interventions des députés se déroulent selon l'ordre des inscriptions enregistrées préalablement. Ça veut dire qu'on ne se lève pas seulement pour parler, il y a une liste qui est ouverte et tous ceux qui souhaitent intervenir sur le sujet s'inscrivent. Et c'est selon l'ordre d'inscription que le président vous donnera la parole. La fin des interventions consacre donc la clôture des débats généraux. Un examen détaillé des textes article par article, suivi des amendements, est ouvert. Les députés passent ensuite à la discussion détaillée et aux amendements. Après cette étape, le texte dans son ensemble est soumis au vote pour adoption.
Alors, l'article 97 de la Constitution stipule: la loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Il faut faire remarquer ici qu'il s'agit de lois à caractère ordinaire. Parce qu'il y a deux types de lois qui prennent par là. Il y a les lois ordinaires et il y a les lois organiques. Par contre, pour ce qui concerne les lois organiques, qu'on peut définir comme les lois qui régissent l'organisation des institutions, il y a une nuance. Et la même article, dans un autre alinéa, précise que voter et modifier dans les conditions suivantes, la proposition au projet n'est pas soumise à délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. Alors, une loi organique, comme je le disais tantôt, c'est une notion dans notre vocabulaire constitutionnel qui nous rapporte à une loi qui organise la composition, l'attribution ou le fonctionnement d'une institution de la République au titre de la Constitution de 11 décembre 1990. L'adoption des lois. Nous avons parlé de l'introduction, de l'initiative, des débats, comment est-ce que les lois s'adoptent. Très souvent, et comme nous avons l'habitude de le voir, c'est par vote à main levée. C'est-à-dire, lorsqu'on finit un débat, on fait la compilation des amendements, des discussions, on demande maintenant aux gens de voter pour qu'on puisse savoir quelle option l'Assemblée nationale donne. Alors, le président peut demander de le faire par main levée, qui sont ceux qui sont pour le vote ou non. Il y a aussi la possibilité de assis debout, c'est-à-dire on peut demander à ceux qui sont pour de rester assis ou debout et vice-versa pour ceux qui sont contre. Le projet de loi ou la proposition de loi est donc adopté selon la majorité obtenue dans l'un ou l'autre cas. Dès son adoption, cette loi est transmise en cas d'exemplaire au président de la République dans les 48 heures pour promulgation. Ce délai est réduit à 24 heures pour les lois en cas d'urgence. Avant l'expiration de ce délai, le président de la République peut demander au Parlement une seconde lecture. Ça voudrait dire que le président a constaté que le vote n'est pas allé certainement dans le sens qu'il aurait voulu. Et il voudrait solliciter une seconde relecture. Et donc le chef de l'État peut demander une seconde lecture de la loi ou certains des aspects des articles contenus suivant la même procédure qu'on avait décrite dans l'initiative des lois. Un numéro est enfin attribué à la loi en fonction de l'année et de l'ordre de régime d'enrichissement au Parlement. Le contrôle de l'action gouvernementale. Deuxième volet, bien sûr, de la communication. Et la question qu'on se pose, c'est: est-ce que le Parlement est un gendarme pour le gouvernement? Le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement se fonde sur l'article 113 de la Constitution qui dispose que le gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action du gouvernement sont l'interpellation conformément à l'article 111, la question écrite, la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote, la commission d'enquête. Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce texte donne aux députés la prérogative d'interpeller le gouvernement sur sa gestion avec toute obligation à ce dernier de venir s'expliquer et de justifier ce qu'ils sont reprochés. Dans la pratique, les députés procèdent par des moyens bien encadrés. La question orale, la question d'actualité, la question écrite, l'interpellation et la communication du gouvernement. Les questions orales au gouvernement, c'est l'article 106 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui en parle. Il s'agit ici des questions posées par un député au gouvernement, soit à un membre du gouvernement ou à tous les exécutifs. On peut spécifier le destinataire de la question. Ça peut concerner un secteur précis ou tout le gouvernement. Alors, il y a ici deux formes de questions orales. Il y a des questions orales avec débat, il y a des questions orales sans débat. Le texte de la question est déposé au président de l'Assemblée nationale qui le transmet au gouvernement. Une séance est réservée chaque semaine
en priorité aux questions des membres de l'Assemblée nationale et aux réponses des gouvernements. Elle est programmée par le bureau de l'Assemblée nationale après consultation de la conférence des présidents. Alors, la question orale avec débat. Au cours de la séance, donc, la question orale, dont fait l'objet la question orale avec débat, le président de l'Assemblée nationale fixe le temps de parole imparti à son acteur, à son auteur-parole. Le ministre compétent ou le membre du gouvernement envoyé à ce TV répond ou peut différer sa réponse en annonçant pour l'un des 2 prochains jours de séance plénière une communication du gouvernement avec débat sur le même sujet. C'est-à-dire que lorsque le représentant du gouvernement, pris séance tenante, n'a pas les réponses appropriées ou se trouve dans l'incapacité d'apporter des réponses pour ne pas avoir droit à des demandes d'explication après, il peut solliciter auprès de l'Assemblée nationale d'aller, de reculer et de revenir dans les 2 jours avec des réponses appropriées. Cette annonce donc met fin au débat. Lorsque le représentant de l'exécutif se trouve dans l'incapacité de produire sur place les réponses, alors le débat est arrêté. La communication du gouvernement est donc inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisie par le gouvernement. Après réponse du ministre, le président donne la parole aux orateurs inscrits. L'auteur de la question a la priorité des interventions. Les questions orales sans débat. Ici, c'est un dialogue. Ici, la question orale sans débat est un dialogue ou une joute oratoire entre l'auteur de la question et le représentant du gouvernement, ministre compétent pour la plupart du temps. La question est posée par le député. Le ministre compétent apporte une réponse. L'auteur de la question peut reprendre la parole en cas d'insatisfaction et le ministre peut aussi répliquer. Les autres membres de la plénière ici n'ont pas droit à la parole. Ça se passe juste entre 2 acteurs, l'auteur de la question et le représentant de l'exécutif. Les questions d'actualité. Les questions d'actualité constituent un moyen dont disposent les députés pour interpeller l'exécutif, le pouvoir exécutif, le gouvernement, sur un fait d'actualité. Donc, ça se déroule à l'instant, ce n'est pas un fait passé, c'est imminent, c'est sur le tapis. Et donc ici, elles sont déposées au niveau du président de l'Assemblée nationale au plus tard 2 heures avant l'heure fixée par le bureau pour la conférence des présidents. Au terme donc, de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau décide, après consultation de la conférence des présidents, en fonction de leur caractère d'actualité ou d'intérêt général, d'inscrire la question à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales. Dans ce cas, la première heure de la séance lui est consacrée en priorité. Donc la séance ouvre par cette question-là. La question est appelée par le président. Après la réponse du gouvernement, l'auteur de la question peut reprendre la parole. S'il est absent, la question n'est pas à appeler. Les questions écrites. Tout député qui désire poser des questions écrites à un ministre dépose le test au président de l'Assemblée nationale qui dispose de 8 jours pour le transmettre au gouvernement ou au président de la République. Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel ou à l'égard de tierces nommément décidées. Donc la question est adressée au gouvernement. Elles ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre. Les questions écrites sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt. Toute question écrite peut être transformée à tout moment en question orale. Les ministres doivent répondre aux questions écrites dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission de l'Assemblée nationale au gouvernement. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la possibilité, la facilité de demander à titre exceptionnel un délai supplémentaire qui ne peut excéder 30 jours. Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par le soin du président de l'Assemblée nationale. Elles sont publiées au journal officiel. Les communications du gouvernement. Selon l'article 95 de la Constitution, les membres du gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député
commission ou de leur propre ou à leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par des experts. Sur le fondement de cette disposition donc, en dehors de sa présence au Parlement dans le cadre des questions ou interpellations des députés, le gouvernement peut prendre l'initiative, dans le cadre des questions ou interpellations des députés, le gouvernement peut prendre l'initiative de venir faire une communication au Parlement sur un sujet qu'il juge utile. Les communications ou déclarations du gouvernement peuvent faire l'objet de débats non suivis de vote. Dans ce cas, un temps de parole est attribué à tous les groupes parlementaires qui souhaitent intervenir ainsi qu'aux députés inscrits. Par ailleurs, le gouvernement peut se faire assister par des experts en dehors des cadres du ministère. À la fin de la communication et des débats, le président de l'Assemblée peut adresser une réponse au gouvernement. Les interpellations. Conformément aux dispositions de l'article 111 et 113 de la Constitution, le président de la République ou tout membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale. Pour être recevable, les demandes d'interpellation doivent être dûment motivées et signées par au moins 10 députés. Elles sont